Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, un sujet vraiment d'actualité. Le Maroc est sur le point de mettre de l'ordre dans l'univers un peu fou des cryptoactifs. Et oui, un tout nouveau projet de loi est sur la table. C'est un pas de géant, vraiment. Alors ce qu'on va faire, c'est décortiquer ensemble ce que ça implique concrètement. Bon, pour comprendre pourquoi cette loi est si importante, il faut regarder le problème en face. Les cryptos, c'est un peu comme une pièce à deux faces. D'un côté, on a le côté pile, c'est l'innovation, des opportunités financières, une technologie qui peut changer la donne. Super. Mais de l'autre, côté face, c'est plus sombre. On parle de blanchiment d'argent, de risques énormes pour les investisseurs et même de manipulation de marché. C'est exactement ce casse-tête que la nouvelle loi marocaine essaie de résoudre. Il faut dire que le monde de la crypto a explosé, mais vraiment explosé, à une vitesse folle. Et pendant tout ce temps, c'était un peu le Far West, sans règles claires, un vrai flou juridique. Cette croissance éclair, sans aucun garde-fou, ça a mis les régulateurs du monde entier dans une position super délicate. Ils voyaient tout un pan de l'économie qui se développait complètement en dehors de leur radar. Du coup, face à ces risques, notamment l'anonymat qui peut être une aubaine pour les activités illégales, la pression internationale a commencé à monter sérieusement. Des organismes comme le GAFI, vous savez, le groupe d'action financière, c'est un peu le gendarme mondial qui lutte contre le blanchiment d'argent, eh bien, ils ont vraiment tiré la sonnette d'alarme. Ils ont dit « Stop, il nous faut des règles claires, maintenant, pour protéger tout le système ». Et voilà où on en arrive. Face à tout ça, quelle est la réponse du Maroc? Eh bien, c'est ce projet de loi. Un cadre complet, pensé pour être à la fois solide et flexible. Et ça, c'est important. L'objectif, ce n'est pas de tout bloquer, non. C'est de construire quelque chose de durable. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le but n'est pas d'interdire la crypto. Pas du tout. Il s'agit de trouver le bon équilibre. Et au cœur de tout ça, ces 4 grands objectifs visent à construire une seule chose, la chose la plus essentielle dans la finance, la confiance. La confiance des clients, bien sûr, mais aussi la confiance des investisseurs et même celle des innovateurs qui veulent se lancer. Ok, alors maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. Comment ça va marcher en pratique? Eh bien, la loi met en place une toute nouvelle configuration, un peu comme sur un terrain de sport. Elle définit qui sont les joueurs autorisés et qui sont les arbitres chargés de faire respecter les règles. Alors le premier acteur clé, ce sont les EPSC. Ça veut dire établissement prestataire de services sur cryptoactifs. Bon, en gros, ce sont toutes les boîtes qui veulent proposer des services crypto, comme des plateformes d'échange par exemple. Et la grosse nouveauté, c'est qu'elles devront maintenant avoir un agrément officiel, fini le Far West comme on disait. Pour les utilisateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces plateformes ne seront plus dans l'ombre, elles auront une adresse, des responsabilités et des comptes à rendre. Ensuite, la loi fait une distinction super importante et il faut bien la comprendre. Elle définit ce qu'on appelle les jetons utilitaires. Pour faire simple, imaginez un ticket de cinéma numérique ou un bon d'achat pour un service spécifique. C'est ça, un jeton utilitaire. Et pourquoi c'est si important de faire la différence? Parce qu'on ne va pas réguler un simple droit d'accès de la même façon qu'un actif qui se prend pour une monnaie. C'est pas du tout la même chose. Et ça nous amène justement à l'autre catégorie, et là, attention, c'est beaucoup plus sensible, on parle des émetteurs de stablecoin. La loi les appelle les jetons adossés. Leur promesse, c'est d'être stables, de ne pas faire le yo-yo comme les autres cryptos, parce qu'ils sont garantis par de vrais actifs comme des devises. Mais c'est justement pour ça qu'ils sont surveillés comme le lait sur le feu, parce qu'ils flirtent avec la définition même de la monnaie, et ça, c'est le domaine réservé des banques centrales. Et ce qui est vraiment malin dans ce projet de loi, c'est la répartition des rôles. C'est un peu le chacun son job. D'un côté, on a l'AMMC, c'est le gendarme de la bourse marocaine. Eux, ils vont s'occuper de tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'investissement, les plateformes, les jetons utilitaires. De l'autre côté, on a la banque centrale, Banque Al Maghrib, et elle garde la main sur les fameuses stablecoins. C'est logique parce que dès qu'on touche à quelque chose qui ressemble à une monnaie, c'est son territoire. Bon, maintenant qu'on sait qui sont les joueurs et les arbitres, regardons un peu le règlement. Quelles sont les grandes règles du jeu? Alors, pour avoir le droit d'opérer, il va falloir montrer patte blanche. La loi met en place un processus d'agrément assez strict. On ne pourra pas devenir un prestataire crypto du jour au lendemain. C'est vrai, ça crée une barrière à l'entrée. Mais il faut le voir surtout comme un filtre. Un filtre pour laisser passer les projets solides, sérieux et pour bloquer les aventuriers. Le but final, c'est de protéger l'argent de tout le monde. Ensuite, une règle fondamentale, importée tout droit de la finance traditionnelle, le délit d'initié est formellement interdit. C'est très simple, interdiction d'utiliser une info que personne d'autre n'a pour s'enrichir. Le message est clair, la cour de récré est terminée. Le monde de la crypto doit maintenant respecter les mêmes règles éthiques que les autres. Et ça continue dans la même veine. Autre interdiction majeure, la manipulation de marché. Ça aussi, ça a fait beaucoup de mal à la réputation des cryptos. Fini les petites combines où on lance de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux pour faire exploser ou s'effondrer un cours. L'idée, c'est de nettoyer tout ça.
pour que les prix veuillent enfin dire quelque chose, qu'ils reflètent la vraie valeur des projets. Maintenant, attention, il est aussi très important de voir ce que cette loi ne couvre pas, du moins pour l'instant. Et ce n'est pas un oubli, c'est un choix. Le texte se concentre vraiment sur la partie services financiers. Des choses comme les NFT, qui sont plus proches de l'art ou de la propriété intellectuelle, ou encore la finance décentralisée, la fameuse DeFi, tout ça, c'est laissé de côté pour le moment. Pourquoi? Parce que ce sont des mondes tellement différents qu'ils auront sûrement besoin de leurs propres règles plus tard. Bon, on a vu les acteurs, les règles, les exclusions. Alors au final, qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir de la crypto au Maroc? Pour résumer, la philosophie derrière tout ça, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Au lieu d'interdire en bloc par peur de ce qu'on ne connaît pas, le Maroc fait un pari, celui d'encadrer, d'accompagner l'innovation. C'est une approche qui cherche à transformer ce qui pourrait être un risque en une véritable opportunité. Une opportunité, oui, mais contrôlée et sécurisée. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, et c'est peut-être la plus importante. En agissant maintenant, en mettant en place des règles claires alors que beaucoup d'autres pays sont encore en train de se gratter la tête, est-ce que le Maroc n'est pas en train de prendre une longueur d'avance? Est-ce qu'il ne pose pas les bases pour devenir le hub de confiance pour la finance de demain sur le continent africain? C'est une question ouverte bien sûr, mais une chose est sûre, la partie vient de commencer.